Stéphane. Nicolas Bouzou, alors, vous avez regardé le programme économique de la primaire populaire. Est-ce que ça sent bon, là aussi, le sable chaud ? Écoutez, je sais pas, j'ai lu ce que les organisateurs appellent le socle commun dont les candidats à la primaire doivent s'inspirer. Alors d'ailleurs, je vous le dis au passage, c'est quand même curieux comme démarche parce que vous savez bien évidemment que certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo sont des candidats forcés à cette primaire populaire, ils ne veulent pas y participer et on leur demande quand même de s'engager sur un socle commun auquel ils n'adhèrent pas puisqu'ils ne veulent pas participer. Faut pas s'étonner après que la gauche n'ait pas trop d'électeurs parce que c'est quand même difficile à comprendre. Alors sur le fond, écoutez, on voit pourquoi Anne Hidalgo, qui est une social-démocrate, ne veut pas participer parce que quand on lit le programme, il ne s'agit pas d'un programme social-démocrate, mais c'est un programme de collectivisation de l'économie, jugé par vous-même. Volume minimum gratuit pour l'eau, gaz et l'électricité, progressivité des tarifs de l'énergie, sécurité alimentaire, c'est-à-dire que on donne à chacun une allocation de 150 € pour acheter des produits frais et c'est payé par les cotisations sociales, un emploi pour tous, la retraite à 60 ans, la semaine de 4 jours, revenu pour tous, revenu de solidarité dès 18 ans, bref, paradis ou enfer, c'est comme vous préférez. Bon, c'est le grand soir donc. Et sur le terrain fiscal, qu'est-ce qu'il dit ce socle commun ? Il dit plutôt d'aggraver les défauts de notre système. Alors évidemment, vous avez l'inévitable rétablissement de l'ISF, mais pas un ISF comme avant à 4 milliards. Là, un ISF à 10 ou 20 milliards d'euros, puisque comme vous savez, l'ISF résout tout, pour certains, y compris le réchauffement climatique. On a quelques sophismes comme la lutte contre la fraude fiscale et sociale, qu'on fait déjà en France très sérieusement depuis 2008, et qui d'ailleurs a rapporté plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors ce qui m'a le plus plu, c'est de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu, parce que justement, s'il y a un impôt qui est incroyablement progressif, c'est l'impôt sur le revenu en France. Vous le savez, moins de la moitié des foyers fiscaux le payent. Pour rentrer dans l'impôt sur le revenu, quand on est un couple sans enfants, il faut gagner plus de 28 000 € par an. On a des crédits d'impôt, c'est-à-dire qu'il y a même un impôt sur le revenu négatif en quelque sorte. Et puis je rappelle que 10% des revenus les plus aisés payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc en matière de progressivité, je pense que le compte y est déjà. Bon, est-ce qu'il n'y a rien à sauver à vos yeux dans ce programme de la primaire populaire ? Je sais que je vais vous décevoir, Dimitri, mais c'est vrai que je ne vois pas grand-chose à sauver. Alors, il y a certaines déclarations avec lesquelles on est forcément d'accord. Lutter contre les déserts médicaux, par exemple, oui, ça, je pense que c'est une très bonne idée. Mais enfin, la question, c'est comment on fait. C'est pas les bons sentiments. Ce sont des portes ouvertes. Alors, il y a des choses qui sont bien, qui sont intelligentes, mais qui existent déjà. Par exemple, permettre aux gens qui touchent la formation professionnelle de l'utiliser comme ils veulent. Ça s'appelle le compte personnel formation. Là, déjà, c'est très bien. Développer une industrie des batteries, ça aussi, je suis pour, c'est une excellente idée, mais on le fait déjà. Il y a des choses qui sont complètement contradictoires. L'aide à l'achat de véhicules électriques, par exemple, et la sortie du nucléaire, les deux en même temps, oui, ça va pas. Bon. C'est un peu contradictoire, ça. Un peu contradictoire. Bon, écoutez, je sais pas si les acteurs de la primaire populaire sont des adeptes de la décroissance économique. Je crois qu'il y a eu débat, mais pour la décroissance intellectuelle, pas de doute, on y est. Oui, donc ça balance ce matin. Merci Nicolas. Tiens, j'ai un petit chiffre pour vous. Le cabinet McKinsey a estimé le coût de la transition énergétique, de la décarbonation d'ici 2050. Je vous donne le chiffre tel que livré par McKinsey, 275 000 milliards de dollars. Voilà ce que estime McKinsey du coût de la transition vers la décarbonation. C'est à peu près 3 fois le PIB mondial actuel. On s'en reparle bientôt. On s'en parle. Demain sera plus cher, mon cher Nicolas.